Pauline aura la main pour lancer l'enregistrement. Merci encore à toutes et tous et je laisse la parole à Pauline. Bonjour à tous. Donc normalement, je viens d'activer l'enregistrement pour ceux qui ne pourraient pas être là aujourd'hui. Donc je suis Pauline Delpech, je travaille pour le bureau d'études de Ceresco, qui est spécialisé sur les filières agricoles et alimentaires et qui est basé à Lyon. Donc on est une petite équipe et on travaille donc exclusivement sur les filières agricoles nous avons été sélectionnés, enfin nous avons répondu à l'appel d'offres du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire pour réaliser l'étude qui s'intitule Quel futur pour les filières fruits et légumes françaises d'ici 2040? Et que je vais donc vous en présenter des extraits aujourd'hui. Pour vous donner un petit peu comment va s'organiser les prochaines minutes. Donc, je vais vous commencer par bien vous représenter l'étude, notamment son contexte et, euh, et, ce, et ses objectifs, voilà, pour que peut-être vous ne soyez pas déçus si vous n'avez pas l'ensemble des précisions ou informations que vous auriez souhaité avoir. La prospective, c'est un cadre un peu particulier dans lequel donc, nous nous sommes insérés pour répondre à la demande du ministère. Ensuite, je passerai un petit moment pour voir avec vous les enjeux clés du diagnostic que nous avons réalisé dans le cadre de cette étude, puis les scénarios que nous avons imaginés avec différents acteurs de la filière pour un petit peu se projeter dans une réalité fictive, mais à laquelle il faut peut-être se préparer à 2040. Et puis, pour finir, on passera peut-être assez rapidement sur les axes stratégiques que nous avions proposés au ministère en termes de travaux qu'il faudrait lancer, mener, ou en tout cas des questions sur lesquelles il devrait se positionner pour faire avancer les choses. Donc, pour commencer, l'idée de cette étude, c'est un travail qui s'inscrit dans la continuité du plan de souveraineté 2023 qui avait pour objectif de un petit peu d'élaborer à court terme une stratégie ou des aides d'élaborer une stratégie et de proposer des aides à la filière fruits et légumes dans les prochaines années. Cette prospective-là vient un petit peu compléter ce travail-là euh, pour permettre de se projeter donc plus tard, à 2040, et essayer d'imaginer à quoi, avec les acteurs de la filière, à quoi pourrait ressembler le monde des fruits et légumes d'ici une quinzaine d'années. Avec comme objectifs principaux, tout d'abord d'établir un état des lieux de la filière pour avoir un socle commun et savoir d'où on part. Ça nous permettait aussi d'identifier des variables, les variables étant un petit peu les briques que nous avons utilisées pour faire émerger nos scénarios. Ce sont elles que nous avons déclinées en hypothèses notamment et assemblées. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui se connectent. Je prends une petite minute pour les ajouter. Euh, voilà. Je peux m'en occuper si tu veux. Ok. Et juste essayer de bien penser à fermer votre micro, puisque ça peut faire des bruits un petit peu, même si peut-être silencieux, des bruits annexes. Donc les objectifs principaux, tout d'abord établir un état des lieux, impliquer aussi l'ensemble des parties prenantes, puisque c'est un travail que nous avons réalisé avec les acteurs de la filière, de la production à la consommation. Donc, on avait des représentants de la production, des représentants de la transformation, donc en particulier des syndicats ou des interprofessions et ou des interprofessions. Ensuite, pour objectif final, réussir à définir un petit peu des orientations stratégiques partagées qui permettent de se lancer sur quelques grandes actions, ou en tout cas grandes idées sans regret dans les prochaines années pour faire évoluer la filière. Donc ce travail, il a commencé par une première phase de diagnostic
avec donc la définition d'un système de variables. Il a continué avec une phase 2 que nous avons appelée que peut-il advenir, mais l'objectif étant d'élaborer différentes hypothèses sur ces variables. Une variable, ça peut être le renouvellement de génération. Donc on peut avoir comme hypothèse que ça se passe plutôt bien, qu'on arrive à endiguer une courbe qui est plutôt enfin, qui est une tendance négative, ou bien au contraire une accélération de cette tendance-là. Voilà, pour vous donner une petite idée de ce que j'entends par variable et hypothèse. Et puis une phase 3 qui était une phase d'analyse et de recommandation. Et donc ce travail, je vous l'ai dit, c'est réalisé avec des acteurs de la filière. Donc nous avons fait 6 réunions d'un même groupe de travail prospectif pour faire émerger cet état des lieux et ces scénarios de manière collective. Pour rappeler un petit peu ce qu'est la prospective, il ne s'agit pas d'imaginer un scénario qui va advenir, personne n'est devin, mais de proposer plusieurs routes avec comme objectif d'anticiper le changement. Et donc en prenant dans chacun de ces chemins qui ne sont pas impossibles, qui pourraient advenir, mais qui n'adviendront probablement pas dans cette exacte réalité. L'idée, c'est de voilà, faire émerger des grandes stratégies qui permettent de mieux s'y préparer et de décider de manière cohérente et pour être prêt. En termes de périmètre, un petit panorama. Donc, cette étude, elle devait inclure à la fois les fruits et les légumes, frais et transformés, la pomme de terre et les fruits à coque. Donc, vous le voyez, c'est un programme assez large, d'autant plus qu'on devait réfléchir à l'ensemble des maillons de la filière, de la production jusqu'à la consommation, en ayant des focus, enfin, ou en tout cas en s'attachant à imaginer quel serait le devenir de chacun de ces maillons dans les futurs envisagés. Et le périmètre géographique concerné était la France hexagonale et les DROM qui ont été traités de manière un petit peu à part du fait de réalités assez spécifiques dans ces territoires-là. Pour en finir avec cette introduction un petit peu longue, je vous ai remis ici et on pourra vous transmettre le diaporama si vous le souhaitez, les différents livrables que nous avons réalisés à l'issue de cette étude, les livrables complets, et qui sont donc disponibles en ligne. Il y a un premier volet de diagnostic de la filière fruits et légumes, donc qui retrace l'évolution et les tendances de la filière. Un deuxième document qui retranscrit l'ensemble des scénarios que nous avons imaginés et réalisés avec les groupes de travail. Un troisième volume qui est davantage basé sur les travaux de Serge Zaka, avec un peu une notice d'interprétation et de synthèse de comment comprendre les cartes qu'il a pu réaliser. On en reparlera un tout petit peu après. Et puis enfin un dernier livrable qui reprend de manière très synthétique sur quelques pages l'ensemble du déroulé et des enseignements de l'étude. Donc ça, ce sont des documents que vous pouvez consulter et retrouver en ligne si vous le souhaitez à l'issue de cette intervention, si vous souhaitez davantage de détails. Est-ce que déjà à ce niveau-là, vous avez des questions ou souhaitez des précisions sur un petit peu ce qu'est cette étude? Sinon, je commencerai à parler un petit peu du diagnostic. N'hésitez pas à lever la main si vous souhaitez dire quelque chose. Et je pense qu'on pourra peut-être faire une petite pause après la Après le présentation des diagnostic. diagnostics. Ouais. Bon, commençons par le diagnostic. Le diagnostic tel que nous l'avions réalisé pour l'étude, nous proposons un point sur la structuration des filières dont je vous ferai grâce aujourd'hui.
sur les dynamiques observées en termes notamment d'exploitation, de production, mais aussi de transformation, de la distribution. Et puis, ce qui découlait de cet état des lieux et ce sur lequel je vous propose de se concentrer aujourd'hui, c'était un petit peu un point sur les principaux enjeux de la filière. Euh, donc pour commencer, puisque ça fait partie des éléments déclencheurs de cette étude, un premier enjeu sur la souveraineté française et donc sa capacité à s'auto-approvisionner, en particulier en fruits et légumes. Euh, on sait bien qu'entre le Covid, la guerre en Ukraine, l'évolution des droits de douane, toujours plus aléatoires, puis des événements extrêmes qui sont des événements extrêmes climatiques qui impactent la production. On a un peu du mal à trouver ces dernières années une année qu'on pourrait qualifier de normale. Et pourtant, donc dans ce contexte qui est de plus en plus chahuté, on a la dépendance de la France aux imports de fruits et légumes qui s'aggrave. C'est un déficit qui se creuse depuis de nombreuses années. Et donc, selon les données de France Agrimaire, par exemple, entre les périodes 2010-2014 et 2015-2019, on a un solde commercial des fruits et légumes qui s'est dégradé de plus de 50%, ce qui est l'évolution la plus négative de l'ensemble des filières fruits et légumes confondus. Alors évidemment, toutes les filières ne présentent pas le même bilan. Donc déjà, on a par exemple des filières céréales ou vins qui sont exportatrice. Et puis même au sein de la filière fruits et légumes, on a évidemment des nuances. C'est ce que illustre le tableau sur l'écran. On voit bien qu'on a une aggravation de la dépendance On externe a qui est perdu particulièrement... Pauline. Ah, vous m'entendez plus? Si, c'est bon. Ah, pardon. Enfin, là, on t'entendait plus pendant 10 secondes, là. Mince. Je disais qu'au sein même de la filière fruits et légumes, cette dépendance aux imports est à nuancer en fonction des filières, et c'est ce que montre du coup le tableau sur la droite, puisque on a une aggravation de la dépendance qui est particulièrement importante, notamment au niveau des fruits frais. Cela s'explique par un petit peu un effet ciseau, avec une baisse de la production française de fruits frais tempérés. Une baisse qui est compensée par une augmentation des importations, donc notamment espagnoles, et par une hausse de la consommation de fruits non cultivés sur les territoires français, qui sont donc nécessairement issus de l'import. Donc c'est un petit peu dans ce cadre-là que vous voyez qu'on a une chute du taux de couverture. Ici, le taux de couverture, je vous l'ai mis, vous avez une petite astérisque, c'est le ratio production moins exportation sur consommation, c'est-à-dire que c'est la part de consommation intérieure qui est couverte par la production nationale. Donc on voit que c'est ce ratio-là qui se dégrade. On a une dégradation moins forte sur les légumes frais, notamment du fait d'un meilleur maintien de la production nationale, et une dynamique inverse sur la pomme de terre, où on a une très large augmentation de la production ces dernières années. Il y a une augmentation des surfaces emblavées, tout simplement. Et peut-être pour compléter, parce que c'est pas inclus sur le tableau, mais on est dans un schéma similaire sur le transformé. On a aussi des produits transformés qui sont en déficit, même si la balance s'est globalement stabilisée, mais bon, à des niveaux assez bas. Mais à noter, on a une filière des fruits transformés hors jus qui est un peu plus dynamique que les autres. Voilà. Donc ça, c'était un premier point sur le principal enjeu qui a débloqué cette prospective, c'est réussir à améliorer au final cette souveraineté alimentaire qui nous échappe un petit peu, malgré des efforts, ou en tout cas malgré le fait que le problème ait été identifié. On l'a rapidement mentionné, cette baisse de souveraineté provient assez logiquement aussi d'une baisse de production. Et généralement, enfin, ce qui nous amène un petit peu aux difficultés rencontrées par la filière, plus spécifiquement sur le sol français. Juste pour rappeler quelques ordres de grandeur, la filière fruits et légumes, donc
avec les pommes de terre. C'est 2,3% de la surface agricole utile de la France. Pour l'arboriculture, au dernier recensement agricole, donc de 2020, c'était à peu près un quart de ces 2,3%. Donc à peu près 170 000 hectares. Euh, cette filière, fruits et légumes, ça correspond à plus de 50 espèces cultivées, ce qui un petit peu cette diversité multiplie aussi les problématiques rencontrées par les acteurs, puisque cela rend les solutions plus onéreuses à développer pour les spécialistes, puisqu'on a des marchés qui sont plus petits. Donc, ça se vérifie sur la limitation des solutions de mécanisation disponibles, des solutions au niveau du biocontrôle. Euh, et puis, ça disperse un petit peu la capacité de réponse et d'influence de la filière. Donc, on a vraiment une production qui est sous tension. Vous voyez à droite l'évolution qui a pu être calculée en reprenant les chiffres d'Agreste sur donc l'évolution des rendements des principales productions fruitières françaises. Donc on a plutôt des bâtons qui vont vers le bas avec des baisses de rendement sur les 10 dernières années, sauf sur certaines plutôt petites filières, ou en tout cas filières peu développées sur le territoire, donc notamment, enfin qui représentent une faible part de la surface agricole, donc notamment les agrumes ou quelques fruits à coque comme les amandes ou les petits fruits rouges. Sinon, on est plutôt en difficulté en termes de production. Cela n'est pas l'apanage des fruits, hein, c'est à peu près pareil sur les légumes et par ailleurs dans d'autres productions agricoles également. Sur les fruits, ça peut s'expliquer par par certains événements climatiques récurrents, par une baisse, un vieillissement du verger également. Outre ces problématiques plus agronomiques. On a également des problématiques de recrutement de main-d'œuvre saisonnière et permanente, main-d'œuvre qui est particulièrement stratégique dans le secteur, et une problématique aussi d'accès à l'eau. Puisque on a près de 50% quand même des surfaces de vergers qui sont irrigables en 2020, donc un recours de plus en plus important à l'irrigation pour sécuriser notamment les rendements. Euh, donc la capacité à produire est la résultante de plusieurs facteurs, nous sommes tous d'accord là-dessus. Néanmoins, il y en a un qui est un petit peu critique, et donc c'était c'est notamment la biogéographie, et c'est pour cela que nous avons, lors de cette étude, travaillé avec Agroclimat 2050, qui est l'entreprise de conseil de Serge Zaka, que vous connaissez peut-être, euh, qui a réalisé pour cette étude un travail spécifique sur l'évolution des biogéographies de 3 espèces arboricoles en France, donc les abricots, la noix et la pomme. L'objectif, c'était d'éclairer les discussions sur la continuité de ces productions agricoles françaises et sur leur capacité d'adaptation au changement climatique en fonction de différents scénarios, notamment en fonction de différents scénarios du GIEC. Donc, les productions de fruits et légumes sont sont particulièrement sensibles au climat, notamment les productions arboricoles, et c'est pour ça que les cartes réalisées se concentrent sur sur les fruits, puisqu'il faut anticiper ces évolutions bien plus que sur les légumes. Donc, je vous propose de regarder un petit peu les cartes à droite. L'objectif de Serge Dacaste est de réaliser des cartes qui permettraient de visualiser un potentiel économique de production. Donc, en gros, de manière assez logique, mais plus on est dans le vert, plus les risques, moins il y a de limites agronomiques à la production. C'est-à-dire que pour un pourcentage compris entre 90 et 100%,
il y a très peu de limites agronomiques à la production, donc pas de problématique de gel, d'eau, de chaleur, ce qui fait que la production risquera de ne pas être optimale une année sur 10 environ. En tout cas, c'est la manière dont il a traduit ces indicateurs agronomiques, ce qui fait que à 90%, on est sur un terroir, un climat qui est adapté, parfaitement adapté à la production de telle ou telle variété. Plus on descend, moins la variété s'exprimera régulièrement, enfin exprimera son potentiel de rendement maximal régulièrement, et donc moins il est intéressant de la cultiver. Selon Serge Dacar, en gros, un pourcentage inférieur à 70% rend la culture de cette variété-là au sein de son terroir non rentable économiquement. Donc on peut toujours en avoir dans son jardin, mais ce ne sera pas très efficace de les cultiver pour les vendre. Euh, on pourra revenir, si vous souhaitez, sur les indicateurs qui ont été pris en compte. Ce qu'il y a à noter pour bien comprendre ces cartes, donc c'est qu'on en a une qui nous montre la réalité actuelle, donc 2020, une qui nous montre quelle pourrait être enfin, comment se comportera la variété étudiée plutôt sur le pas de temps 2040-2060. Ici, donc, on a le cas de l'abricot bergeron. Et c'est pour chacune des variétés étudiées. Donc, pour l'abricot, on a deux variétés étudiées, de la même manière que pour les pommes et pour les noix. On a différentes cartes qui déclinent notamment, par exemple, qu'en est-il avec irrigation ou sans irrigation. Ici, les cartes présentées sont sans irrigation. Euh, si on se concentre un petit peu sur les grands enseignements, ou du moins les enseignements transversaux de cet exercice plutôt cartographique, ce qu'on peut assez logiquement noter, c'est qu'on va avoir une érosion du potentiel de production dans les régions du bassin méditerranéen, donc au Roussillon, Sud Languedoc, Sud Provence, Corse, principalement dû à un manque de froid hivernal et un accès de chaleur estivale. Est-ce que vous pouvez bien tous vérifier que vous avez vos micros fermés, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Donc, avec un manque de froid hivernal, excès de chaleur estivale et un risque important de sécheresse. Et dans ces zones-là, à 2040-2050, il faudra mettre en place une diversification qui sera basée sur une modification des espèces implantées, avec et bien donc des espèces, puisqu'on verra que dans d'autres terroirs, une modification des variétés sera suffisante ou envisageable. Donc, dans le cas de modification d'espèces, on va avoir aussi à envisager un soutien technique important euh, et le développement de nouvelles filières, puisqu'il ne s'agit pas seulement de faire pousser un produit, mais il faut le vendre ensuite. Donc, comme nouvelle filière, enfin nouvelle production, on peut imaginer euh, le développement, un développement plus important des olives, des agrumes, des grenades, des nèfles, des kakis, des pistaches par exemple. Euh, dans les régions plutôt de la côte atlantique, donc Bretagne, sud-ouest, on aura des problématiques davantage de manque de froid hivernal qui empêchera la vernalisation. Et là, on travaillera plutôt sur ces régions-là sur une diversification basée sur des modifications variétales, donc en sélectionnant des variétés qui ont des besoins de vernalisation moindres, euh, comme ça peut être le cas là. Pour le coup, là, c'est la carte de l'abricot, mais c'est visible par exemple si on compare la carte de la Pink Lady et de la Golden, avec une Pink Lady qui a un petit peu moins besoin de vernalisation. C'est une évolution qui est moins complexe, puisqu'on se reporte sur des espèces qui sont déjà cultivées ailleurs en France, ce qui permet de récupérer tout un historique et des connaissances en fait liées à la culture et à la structuration des filières associées. Et puis, on a d'autres zones qui, à contrario, vont plutôt bénéficier d'une amélioration de leur potentiel de production. Ça va plutôt être des zones autour de Besançon, Dijon, Nancy, qui vont être plus adaptées aux variétés qui étaient traditionnellement cultivées dans la vallée du Rhône. Et puis des zones un peu de moyenne altitude qui vont devenir plus douces et qui vont être donc typiquement
du centre Val-de-Loire, par exemple, et qui vont être plus adaptés à des variétés qui étaient traditionnellement cultivées, par exemple, dans le Lot-et-Garonne. Donc, alors, en gros, ce qu'on peut noter, c'est que on va avoir besoin, pour maintenir un potentiel productif français, de mettre en place cette diversification. Mais qu'il n'est pas inexorable, qu'il n'est pas nécessaire que la production française baisse si on prend bien en compte ces évolutions et qu'on sait s'y adapter. Euh, Là, c'était un petit peu bon. Le schéma n'est pas très esthétique, mais en termes un petit peu d'enseignement transversaux, si on va du plus local au plus systémique, ce qu'on comprend en regardant ces cartes, c'est que notamment, par exemple, l'irrigation, qui permet d'améliorer le potentiel de production, ne permettra pas, en revanche, de maintenir ou d'implanter une espèce ou une variété dans un bassin qui n'est pas ou plus adapté. Donc ça permet un petit peu d'optimiser un potentiel de production, mais dans une zone qui est déjà relativement adaptée. Donc ce ne sera pas une solution miracle pour maintenir une production dans un bassin qui souffrirait vraiment trop de couche de chaleur en été, par exemple. Euh, Avec ou sans irrigation, dans tous les cas, on a une modélisation qui prévoit un potentiel de production plutôt à la baisse pour certaines variétés historiques, puisque certaines d'entre elles ont été sélectionnées, imaginées pour donner leur maximum de production dans certaines régions. Certaines en ont même pris le nom, c'est le cas de l'abricot-roussillon par exemple. Et donc même si elles sont déplacées dans des bassins qui présenteront dans le futur des caractéristiques similaires, ils risquent de donner, enfin de souffrir d'un rendement qui néanmoins seront moindres pour des raisons pédoclimatiques. Donc avec une perte modérée de potentiel de production. Donc, on voit bien là la nécessité de bien diversifier les espèces et variétés cultivées, puisqu'on ne pourra pas se satisfaire de notre pool génétique existant. Et par ailleurs, ce qui est important de noter, c'est que quelle que soit la diversification, c'est-à-dire qu'elle soit en termes d'espèces ou en termes de variétés, cette diversification devra être faite de manière progressive et il faudrait qu'elle soit réalisée à plusieurs échelles, c'est-à-dire à la fois au niveau d'un bassin, mais même au niveau d'une même exploitation, pour éviter les risques inhérents à la mise en place d'une nouvelle espèce. Par exemple, dans le cadre d'un verger vieillissant, l'idée, ce serait de replanter une nouvelle variété ou une espèce, tout en maintenant en place l'espèce précédente sur une période de transition, puisque ça permet d'éviter une trop forte variabilité de rendement, notamment dans des périodes où on risque d'avoir des périodes un peu intermédiaires, où le froid hivernal risque de varier, on peut avoir des, euh, des excès de gel tardif, etc. Donc, cette diversification permet de compenser un petit peu ces difficultés, sachant qu'elle va un petit peu à contrario des tendances actuelles qui vont davantage à la simplification des vergers et des exploitations de manière plus générale. Et puis, ce qui était important de souligner, c'était que pour soutenir ces efforts d'adaptation et de diversification, il était très important de maintenir des programmes de recherche et d'expérimentation dynamique qui, par ailleurs, devraient se concentrer sur l'amélioration des variétés existantes pour les rendre plus résilientes, en travaillant notamment sur des caractères d'adaptation qui sont transversaux, comme l'évolution des systèmes racinaires, par exemple, pour que les plantes soient plus résistantes à des apports d'eau irréguliers. Donc des solutions en fait qui doivent permettre d'accompagner le changement et non de retarder l'échéance
l'évolution climatique. Donc, par exemple, en essayant de faire en sorte que la variété baisse ou augmente sa vernalisation de 1 ou 2 degrés, puisque en fait, on risque d'obtenir un résultat trop tard comparativement à l'évolution du climat. Voilà pour ce point sur les biogéographies que nous avons réalisées avec Serge Zaka. Je vous laisserai poser vos questions ensuite si vous souhaitez des précisions ou avez des remarques à ce sujet. C'était une partie assez dense du diagnostic. Et il y a aussi des cartes qui sont disponibles sur les légumes. Donc, a priori, ça vous intéresse moins. Mais si jamais, on pourra en reparler tout à l'heure. Et donc, pour finir, après ces tours un petit peu longs par la production, pour finir nos principaux enjeux auxquels la filière est confrontée, un petit point sur la consommation. Globalement, la filière fruits et légumes est plutôt une filière qui a des atouts, qui a plutôt une image positive, avec une confiance des consommateurs, qui voient ça comme des produits plutôt santé, un produit qui bénéficie aussi de complémentarité entre le frais et le transformé, qui permet de répondre à différents besoins des consommateurs et qui va bien dans la tendance plutôt de la végétalisation des régimes alimentaires. Euh, Néanmoins, on a des enjeux liés à cette consommation avec une, principalement un découplage de la production et de la consommation. Un découplage qui est à la fois en termes d'espèces, mais aussi en termes de saison, et donc ce qui fait également le jeu de ce qu'on a parlé en tout début de diagnostic, mais de perte enfin, d'augmentation des imports et de perte de souveraineté alimentaire de la France sur ces productions-là. Et on a aussi un enjeu à intégrer ces fruits et légumes au sein des nouveaux modes de consommation qui sont de plus en plus répandus et qui consistent plutôt en la simplification des repas, de la consommation de produits de plus en plus transformés, avec une vraie question qui se pose sur la perte de savoir-faire culinaire et sur de l'intégration de ces fruits et légumes quand on parle de végétalisation des menus, puisqu'au final, ce sont plus souvent les féculents qui sont les grands gagnants de ce jeu-là. Voilà pour cette première partie de diagnostic assez longue et assez dense. Donc je vous laisse peut-être respirer un petit peu et poser des questions si vous en avez. Ouais, n'hésitez pas à prendre la parole si vous le souhaitez. Donc, dans l'ordre, il y avait François Verrier en premier. Oui, bonjour, merci pour votre présentation. Alors nous, à Aubagne, on produit un circuit court et dans un système périurbain. En faisant un peu de prospective, on se demande comment ils vont faire les paysans français pour s'en sortir, à produire toujours moins cher que moins cher, et surtout à investir pour changer de culture, changer de méthode. Voilà, je donne un exemple. Une salariée au Maroc, elle gagne 9 euros par jour pour ramasser des tomates dans les serres, quand nous, on donne 15 euros de l'heure. Donc, on se demande un peu comment on va résister et comment on va survivre à tout ça. Ouais. Je... on a bien conscience hein, que nous, enfin, entre guillemets un peu malheureusement, mais notre rôle dans la prospective n'apportait pas de solution très qualifiée à ces problèmes-là. On est bien conscient que cette diversification et si on parle de problématiques de main-d'œuvre, ce développement de la mécanisation notamment qui pourrait permettre aussi de réduire la main-d'œuvre nécessaire sur certaines exploitations. Bon, ça demande de l'argent, ça peut aussi demander de la formation.
C'est ce genre de choses que nous avons essayé enfin, de messages que nous avons essayé de faire passer au maximum au ministère. Et après, nous ne sommes pas garants de comment il va s'en saisir pour proposer des programmes de soutien, d'aide, d'accompagnement à l'adaptation des filières locales. Alors, Je ne sais pas si c'est très satisfaisant ce que je dis. oui, mais dans les mesures Glavani, là, le CTE, c'était pas mal ça, parce que les paysans, ils en ont profité pour investir. Ce serait des mesures à remettre à l'ordre du jour. Hmm. Parce que là, on a mis de l'argent sur la table et les gens se sont emparés voilà, de cette aide. C'était le contrat territoire exploitation, là, les mesures de Glavani. Ça ferait du bien à la filière. Ouais. Ok. Mais je pense que la prospective peut aussi aider le ministère à revoir un peu les aides à la rénovation du verger, hein, qui existent aujourd'hui et qui peuvent être Oui. réfléchies justement au vu des besoins de diversification à l'échelle des territoires ou à l'échelle des exploitations, bah, de voir quels critères un peu prendre en compte pour aider les agriculteurs à renouveler leur verger, parce qu'évidemment, ça va être des investissements importants. Hmm. D'autant plus il y a des surfaces et que les vergers sont techniques, on va dire. Et donc, voilà, la prospective peut pas évidemment répondre à toutes les problématiques économiques internationales dont a parlé Pauline avec le contexte géopolitique tendu, mais voilà, peut aider le gouvernement à mieux ajuster ses aides. Il y avait Jean-Marc aussi qui voulait intervenir. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour cette première partie de la présentation que je trouve très intéressante. Mais enfin bon, j'avais peut-être quelques demandes de précision. La première, on n'oubliera pas qu'il y avait déjà eu une étude prospective sur les fruits Oui. qui avait été réalisée par France Agrimaire. J'espère, mais il me semble que partie des éléments y ont été introduits. J'espère qu'ils n'ont pas été oubliés parce qu'elle n'a pas été conduite dans un cadre qui s'appelle souveraineté alimentaire, mais elle était quand même, à mon avis, particulièrement intéressante par rapport aux enjeux qui ont été soulevés. Mais ma question, elle porte plus sur la partie indicateur du travail qui a été réalisé par Serge Zaka. Pour Oui. autant, je suis tout à fait d'accord avec, je dirais, les conclusions génériques qui sont apportées. Pour autant, je deviens un tout petit peu plus réservé quant à l'exploitation des cartes. Mhm. Ce qui nous est montré, par exemple, hein, notamment dans le cas de l'abricot, j'ai peut-être le tort de connaître un petit peu cette espèce, mais je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui cultivent de l'abricot bergeron dans la région de Montpellier. Pour autant, c'est vert. Hein, Ah oui. et je déconseillerais très fortement à tout arboriculteur de faire du bergeron dans cette région-là. Donc, pour autant, enfin, j'entends ce qui a été dit et en tendance, je vais adhérer. Par contre, on n'oubliera pas que l'abricot est la seule espèce aujourd'hui cultivée en France avec l'olivier, pour lesquels on a de fait une régionalisation des variétés cultivées. Hmm. Hein. Donc il faut se méfier, c'est-à-dire que je pense qu'en tendanciel, ce qui est apporté est particulièrement important, c'est-à-dire le choix des variétés et ou des espèces et les évolutions me semblent être effectivement l'objet d'un enjeu. Par contre, ça pose derrière, pour moi, vraiment parce que je trouve ces cartes particulièrement utiles à des fins de projection pour un décideur, mais aussi utiles pour un producteur. Et s'il les prend in extenso, il va se trouver dans le dur. Hmm. C'est un petit peu ce qui m'effraie. Par contre, Hmm. je serais très intéressé par mieux connaître quelle est la mécanique qui a été faite derrière pour parvenir d'éléments, je dirais, de cartographie existants jusqu'à des estimations de risque au sens où elles ont été effectuées. Hmm. Hmm. Personnellement, je pense que pour des variétés, la pomme et pour la pêche, on n'aurait pas de problème pour projeter parce qu'on va simplement jouer avec des besoins en froid et des besoins en chaleur. Pour autant, je pense qu'il y a des espèces, et on va citer l'olivier, on citerait l'abricotier, pour lesquels ce ne sont pas les seuls indicateurs à rentrer.
Oui, alors évidemment, il y a une multitude d'indicateurs. Je peux vous citer, il y en a 8 qui ont été pris dans le cadre la réalisation de ces cartes-là, que sont le gel hivernal, la date de fin de vernalisation, la date de floraison, la date de maturité, l'intensité de la sécheresse, le risque de gel post-floraison, l'accès d'eau à la floraison et le risque caniculaire. Et donc tout cela mis en parallèle avec évidemment Hein. la météo à chaque petit point sur chaque petit point du territoire. Donc évidemment, ça ne prend pas en compte certaines choses et ce qu'on nous avait déjà fait remarquer précédemment, c'est que notamment il n'y a pas du tout d'impact de ravageurs par exemple, Oui. et que c'est effectivement ou de bioagresseurs au sens large, et que ça peut être quelque chose de critique dans l'itinéraire technique d'une culture. Donc après, ces travaux-là, du coup, ont été réalisés au sein d'une étude plus large et qui n'appelait pas En fait, il était impossible de le faire pour toutes les espèces de fruits et légumes françaises. Du coup, déjà, il a dû en être choisi certaines. Et ensuite, du coup, pour mettre en place encore plus d'indicateurs, il aurait fallu encore plus se restreindre sur les espèces. Et donc, voilà, il a été choisi un petit peu Non, mais un équilibre voilà. je ne suis pas du tout gêné par le fait de voir ces cartes. Je dis Mm. attention, Oui, hein, oui, bien c'est sûr. pour ceux qui écoutent, il faut faire très attention dans les hypothèses qui sont apportées. Pour autant, en tendanciel, je vais être entièrement d'accord. Pour autant, le prendre de façon assez abrupte sur quel choix variétal, par exemple, je peux effectuer pour limiter mes risques, je pense qu'il y a des éléments qui ne sont pas complètement consolidés. Mm. Hein. Des C'est travaux de possible. modélisation sont actuellement en cours pour essayer de préciser ces enjeux-là. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a un lien à faire entre ces travaux de modélisation qui sont en cours et les indicateurs qui sont manipulés là. Mm. Mais je trouve l'approche très intéressante. Mm, mm. Donc, je suis loin d'être critique, au contraire. Je, Et je dis effectivement, attention simplement à la façon de oui, regarder, oui. d'exploiter ces genres de choses. Oui, bien sûr, dans tous les cas, ce n'est pas parole d'évangile, hein. Nécessairement, il va y avoir des ajustements, que ce soit du fait des bioagresseurs, comme je l'avais mentionné précédemment, mais aussi du fait de la réalité économique de la filière sur place. C'est-à-dire que on peut avoir un petit point vert à Dunkerque, nord de l'île, pour l'abricot en 2040 ou 2050. Néanmoins, est-ce qu'on a sur place une filière des opérateurs, il y a aussi toute une logique économique à avoir en place et il ne suffit pas d'avoir au final sur un point géographique donné des conditions adéquates pour faire pousser un arbre. Oui, je pense effectivement avec le nombre d'inconnus qu'on peut avoir sur 20 ans, 25 ans, peut-être que l'échelle de l'espèce est peut-être plus pertinente et robuste que l'échelle variétale où effectivement il y a énormément d'inconnus comme le disait Jean-Marc, et un agriculteur du Val-de-Loire ou du nord de la France aura plus intérêt à savoir si l'abricot globalement est pertinent chez lui que le bergeron précisément parce que après, Alors c'est un oui. choix parce que ça peut aussi être intéressant pour un agriculteur du coup qui cultive déjà des pommes mais qui voit ses rendements baisser ou qui les voit de plus en plus irréguliers, de se rendre compte de quel autre potentiellement type de pomme, enfin vers quel autre il pourrait se tourner si c'est possible, puisque ça limite énormément son adaptation en termes de filière économique et potentiellement de manière technique aussi. Donc voilà, ça, cet François, avantage je et cet pense inconvénient. que François, je pense qu'il y a derrière quand même une idée super, hein, c'est celle de dire diversifier la nature des variétés avec lesquelles vous travaillez. Et Ouais, ça, on sait très bien que c'est un des moyens de parvenir à sécuriser les rendements, ouais. les rendements au niveau des exploitations. Et l'exemple de la pomme est un bon exemple aussi, parce que tu prends une Pink Lady qui a des besoins en froid, qui a des besoins en froid faible, versus des variétés plus traditionnelles, c'est vrai que la plasticité ne sera pas la même. Donc, Ça a des avantages et des inconvénients les deux, ouais. ouais. Manon, vous voulez intervenir? Oui, merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui.
Oui, donc Manon, je travaille au GRAB, une collègue de François, et je me posais comme question, justement, on a parlé qu'il n'y avait pas toutes les espèces qui avaient été étudiées pour faire des cartes. Quels ont été les critères pour sélectionner telle ou telle espèce pour en faire des cartes? Et si vous aviez un peu plus d'informations sur la poire ou pas. Voilà, merci. Alors, les critères déjà, c'est que on a choisi de se focaliser sur l'arboriculture, puisque comme vous le disiez, c'est un enjeu plus important en termes de prévision, et également parce que on ne peut pas décaler les plantations, contrairement aux légumes, qui du coup sont beaucoup plus flexibles. Et après, c'était enfin, en gros, c'est plutôt Serge Daca qui a proposé ces espèces, qui a proposé des espèces et des variétés parce qu'il les savait un peu contrastées, enfin, en tout cas qui permettaient de voir une évolution et que du coup qu'elle pouvait un petit peu servir la démonstration. Donc soit qu'il avait commencé à les étudier auparavant et que il savait que ces deux espèces, deux variétés mises en parallèle seraient intéressantes et apporteraient quelque chose. Donc c'est plutôt et aussi parce qu'elles sont un peu représentatives de grandes productions françaises, donc fruits à pépins, fruits à noyaux et la noix pour les fruits à coque. Donc c'était un petit peu ce qui a été choisi. Donc sur la poire, je suis désolée, il n'y a rien de plus. En revanche, il y a de disponible ici. Tac, là, enfin, vers le lien, normalement, il doit y avoir l'ensemble de l'atlas de cartes. Du coup, vous voyez, il y a citron, haricot, oignon, patates douces, pois, tomates et carottes. Et ces cartes-là ont été réalisées en revanche au niveau de l'espèce parce que Serge Daca a retraité les données disponibles au niveau de la FAO. Alors que pour les trois cartes là sur abricot, pomme et noix, ce sont des données qu'il a créées en tant que telles, enfin, en croisant donc les données météorologiques et les données pédoclimatiques. Voilà, pour avoir toutes les infos qu'il y a sur ces cartes-là. Merci beaucoup. Ok, s'il n'y a plus de Peut-être, questions, tu peux peut-être ouais, enchaîner. j'avance un petit peu sur les scénarios. Donc, l'objectif de cette prospective, c'était, donc, une fois qu'on avait un peu établi quels étaient qu'on avait réfléchi sur notre état des lieux, sur la production française, sur comment elle risquait d'évoluer. L'idée, c'était de se projeter dans des réalités ou dans des mondes un petit peu différents pour comprendre dans chaque système quels seraient les risques pour la filière, ses opportunités, et essayer d'en dégager en fait des enseignements un peu transversaux qui seraient les premières choses à prendre en main pour s'assurer que la filière se maintienne ou prospère dans l'idéal. Euh, donc ces quatre scénarios ont été réalisés avec les coordinations des groupes de travail qui ont suivi l'étude. Le premier scénario, donc je vais vous les présenter rapidement tous les quatre, et puis peut-être que, en fonction du temps qu'on a, peut-être que je vous en présenterai que deux ou trois de manière un peu plus détaillée pour que vous compreniez un petit peu ce qu'il y a derrière et la logique de ces scénarios-là. Donc le premier scénario, qu'on a appelé scénario de souveraineté alimentaire européenne, décrit l'Union européenne qui est confrontée à des difficultés croissantes d'approvisionnement sur la scène internationale, que ce soit pour des raisons géopolitiques ou climatiques. Donc face un petit peu à cette situation, l'Union européenne adopte une politique qui est productiviste et souveraine. Donc à l'échelle de, de l'UE, du continent, pour sécuriser sa chaîne de valeur alimentaire. Donc on a des mesures qui sont plutôt protectionnistes qui sont mises en place et avec un petit peu des politiques de type patriotisme économique qui sont mises en place pour favoriser une production européenne. Et on a notamment dans ce scénario-là des sénateurs de l'aval qui, un petit peu échaudés par les difficultés d'approvisionnement qu'ils ont eues précédemment, investissent davantage dans l'amont pour sécuriser leur chaîne de valeur et maîtriser leurs coûts.
Et on va donc avoir, et qui seront davantage, on va donc avoir un peu un développement du transformé du fait de l'implication de ces acteurs de l'aval dans l'amont, et qui ont donc les outils et les circuits pour valoriser cette production. Le deuxième scénario, qu'on a appelé prise de conscience écologique, décrit une Europe qui est dans les prochaines années, plutôt plongée dans une crise sanitaire et environnementale, avec marquée par des scandales, des études épidémiologiques de grande ampleur qui inquiètent, en particulier sur les produits phytosanitaires, mais pas que. Donc, sous la pression de cette société civile, des ONG, l'Europe va s'engager sur un plan plutôt ambitieux pour protéger ses ressources naturelles stratégiques, que ce soit l'eau, le sol ou la biodiversité. Et l'agroécologie est placée au cœur de la stratégie. Et l'Europe développe donc une politique qui est incitative, qui favorise notamment l'entrepreneuriat agricole et met en place en parallèle des normes à l'importation qui permettent de protéger le marché européen d'une concurrence internationale qui est jugée moins disante. Et donc et qui permettent de protéger les productions locales réalisées dans le cadre avec des normes de production plus strictes. À l'opposé, le troisième scénario qu'on a appelé du blé, du blé, du blé, décrit un contexte plutôt de mondialisation accrue, où les États européens, y compris la France, poursuivent un enjeu de compétitivité de leurs acteurs économiques en simplifiant ou levant au maximum des contraintes réglementaires à la production. On a plutôt une logique d'agriculture de firme de plus en plus décorrélée des filières avec une... En fait, on a globalement une priorisation des exploitations les plus rentables, qui doivent se débrouiller de plus en plus toutes seules, hein. Et donc, assez logiquement, une priorité qui est donnée aux grandes cultures, enfin, qui est donnée. En tout cas, des producteurs qui se tournent de plus en plus vers des grandes cultures, qui vont être des productions un peu refuges et efficaces. Et on a donc dans ce cadre-là plutôt une filière fruits et légumes en difficulté. Et puis enfin, le quatrième scénario, qu'on a appelé reconquête opportuniste, décrit une France qui lance un plan ambitieux de conquête des fruits et légumes pour répondre à un contexte social plutôt compliqué, plutôt des problématiques de santé publique. Et économique, puisque on y voit là l'opportunité dans le cadre de produits de pays du Sud relativement affaiblis, donc notamment l'Espagne et l'Italie, au bout de quelques années, en s'adaptant tant bien que mal leur réalité climatique, sont de moins en moins en capacité à fournir l'Europe, en particulier de fruits et légumes d'été. Donc la France voit l'opportunité de devenir exportateur, ou de vraiment investir sur ces filières-là pour prendre des parts de marché à ses voisins et augmenter fortement sa production nationale, un petit peu au détriment de règles ou en tout cas de normes environnementales qui pouvaient préexister. Donc voilà pour ces quatre scénarios que nous avons imaginés. Et puis je peux vous montrer, vous détailler, parce que du coup ça c'est vraiment le chapeau global du scénario. Et à l'intérieur du scénario, on a essayé un petit peu d'expliquer comment est-ce que les différents maillons de la filière pourraient s'articuler dans les différents cadres que je viens de donner. Et quelles seraient en particulier les conséquences sur les filières fruits et légumes. Donc, dans le premier scénario de souveraineté européenne, où l'UE adopte donc une politique plutôt productiviste et protectionniste pour sécuriser ses chaînes de valeur, on a globalement des volumes de fruits et légumes qui se développent,
avec les importations des pays tiers qui sont réduites. Et on a une nouvelle organisation des filières qui se met en place avec davantage d'intervention des acteurs de l'aval et globalement une réorganisation par bassin de la production, avec certaines productions qui sont presque abandonnées au niveau français, au profit d'autres pays de l'UE qui sont plus compétitifs, avec donc des échanges intra-UE en revanche, qui sont beaucoup plus dynamiques. Donc du fait de l'implication, alors quand on dit des acteurs de l'aval, hein, ça peut être des transformateurs, des distributeurs, ça peut aussi être, ça pourrait aller jusqu'à des chaînes de restauration par exemple qui produisent, enfin qui revendent des volumes importants. Donc cette tendance-là irait plutôt vers la disparition, ou en tout cas une baisse de producteurs indépendants, avec dans un cadre où de toute manière, enfin dans un cadre où le renouvellement des générations n'est pas assuré. Donc avec des terres qui sont plutôt mises en location par des propriétaires et exploitées par des entreprises de l'aval, et ou enfin via des intermédiaires notamment, type ETA. Et on a plutôt une transformation qui permet au final de s'adapter au changement climatique, puisqu'elle permettrait de valoriser les productions altérées par les aléas, d'autant plus que on va avoir donc des acteurs de la transformation et de la distribution directement impliqués dans les filières. Et le risque un petit peu sur ce territoire, c'est qu'on va avoir une perte de diversité biologique et donc nécessairement une plus grande vulnérabilité des exploitations, notamment en monoculture, face aux effets du changement climatique et à la progression des bioagresseurs, ravageurs ou maladies. Puisque en termes de biogéographie, les maillons du secteur alimentaire globalement seraient plutôt privilégieraient plutôt l'adoption de variétés précoces et résistantes plutôt que de vraiment travailler sur le développement de nouvelles filières qui impliquent des investissements qui sont jugés un peu incertains. Et donc, on se positionne plutôt, on a plutôt une hyper spécialisation sur quelques filières robustes et avec la mise en place de solutions technologiques qui permettent d'apporter des réponses à des enjeux météo. Dans ce contexte-là, on aurait plutôt une production française qui se concentrerait sur de la production hivernale, où elle serait plus pertinente, plus spécifique, et avec d'autres bassins européens qui se chargeraient des productions plus estivales, par exemple. Voilà, ça c'est quelques points que l'on a pu aborder, enfin, que l'on a cherché à lier au sein de chaque scénario. Si je vous en décris un autre, par exemple, pour un petit peu voir la différence, si on va assez rapidement. Sur le scénario 2, où on a davantage d'engagement européen sur vraiment la production et les critères de production, non pas la quantité de production. On va tout d'abord avoir des conséquences assez importantes sur l'aspect et le calibre des fruits et légumes, ainsi que sur le rendement. On risque d'avoir une variabilité de production interannuelle qui va être plus importante aussi. Et on va avoir des producteurs qui vont être face à une phase de conversion assez difficile. Potentiellement certains producteurs se retrouveront sur le carreau, mais ça c'est globalement malheureusement un petit peu commun à l'ensemble des scénarios, où il semble difficile sans un soutien assez massif de réussir à embarquer l'ensemble des acteurs dans une nouvelle situation économique, géopolitique, sociale.
Mais globalement, donc dans ce cadre-là, dans ce scénario-là, l'idée c'est que l'Europe joue ou investisse plus particulièrement sur le renouvellement des générations afin de sécuriser un nombre de producteurs et donc d'éviter un petit peu le risque principal de l'agrandissement des exploitations et donc leur spécialisation et leur un risque un petit peu enfin le risque de monoculture et d'hyperspécialisation des bassins associés. Donc un gros effort pour réussir à tasser la courbe de diminution des exploitations agricoles, à stabiliser en tout cas un nombre d'agriculteurs, avec des politiques incitatives sur le développement d'outils réduisant la pénibilité du travail, qui peuvent être numériques ou mécaniques, ou bien qui peuvent aussi passer par le développement de groupements d'employeurs, par exemple, pour permettre un certain renouveau du métier. Euh, avec une filière qui doit très largement s'adapter du coup à une variabilité plus importante des rendements et de la qualité des produits, avec dans ce cas-là des développements également d'une première transformation et la valorisation en circuit court qui permettent de ne pas perdre l'ensemble de ces productions qui ne rentrent pas dans le calibre actuel. Et donc, dans ce scénario-là aussi, on a une urgence, ou en tout cas des financements qui sont renforcés pour flécher au renouvellement progressif du verger français, pour permettre de s'adapter notamment aux nouvelles réalités climatiques dont nous avons déjà parlé précédemment. Avec en revanche, si précédemment les questions étaient plutôt sur de l'hyperspécialisation, là on va néanmoins avoir potentiellement des questions sur la capacité des acteurs à mettre en place et à produire dans des conditions qui vont être plus difficiles, ou en tout cas avec des solutions à leur portée qui sont plus partielles ou plus complexes à mettre en œuvre. Euh, je vous en fais un petit dernier qui est relativement simple. Donc dans ce troisième scénario, où on est dans un scénario de mondialisation Oui, accrue, bonjour, c'est pardon. Sabine Picard. J'espère que tu vas bien, que tu viens rentrer de vacances et que ça s'est bien passé. Voilà. Désolé. Pas de souci. Et donc dans ce dernier, enfin dans un troisième scénario que nous avions imaginé, ici on est donc dans un contexte de mondialisation assez débridé, avec très peu d'aide. Donc les deux scénarios précédents sont dans un cadre quand même, un cadre normatif, législatif, et un cas notamment où la PAC avait une importance, enfin la PAC ou du moins les programmes opérationnels avait une importance importante dans l'orientation des financements. Ici, on est plutôt dans un cadre où il n'y a plus vraiment d'argent, en tout cas plus d'argent pour ces sujets-là, et donc où chacun se débrouille comme il peut, avec un nombre d'exploitations qui continue à se réduire au profit d'entreprises agricoles, donc de taille de plus en plus grande, avec de plus en plus capitalistiques. Et en particulier une, euh, une culture des fruits et légumes qui est plutôt dépriorisée au profit des grandes cultures. Puisqu'on a des producteurs qui n'ont soit plus les moyens techniques ou financiers pour investir, ceux qui sont proches de la retraite qui n'ont plus nécessairement envie, les nouveaux qui reprennent, qui n'ont pas envie de se lancer dans ces types de filières qui sont perçues comme souvent assez difficiles et ce qui nécessite un retour sur investissement de long terme. Et donc, c'est en particulier, notamment du fait de ce retour sur investissement
plutôt long, les filières arboricoles qui souffrent le plus dans ce scénario-là, puisque elles n'ont pas la capacité notamment de s'adapter à des tendances court terme et à des exigences financières qui peuvent être importantes. Donc ici, on a plutôt un écroulement de la production de fruits et légumes, avec un repli sur quelques cultures plutôt rentables, à haut rendement. Donc, on mettait les petits fruits comme la fraise ou certains légumes qui permettent de tourner en fonction des besoins et qui ne nécessitent pas d'engagement sur le long terme, avec des flux d'importation plutôt croissants et un rôle notamment des grossistes et importateurs qui deviennent absolument incontournables. Voilà un petit peu, je vois que un petit peu l'heure tourne, donc je vais aller directement aux enseignements un peu de ces scénarios-là. L'idée, c'était de se rendre compte que chaque trajectoire présentait des opportunités, des risques qui peuvent être soit une perte de diversité, des pressions sur les écosystèmes, des tensions sur les volumes, des difficultés d'adaptation pour les producteurs ou pour la structuration de la production telle qu'elle est actuellement, avec des risques de marginalisation d'acteurs. Des conflits d'usage, en particulier sur l'eau, sur certaines productions qui seraient assez intensives et qui seraient développées. Donc, l'idée n'était pas de choisir un scénario, puisqu'ils ont tous certains bons et mauvais côtés, des gagnants et des perdants, mais d'essayer de un petit peu naviguer et de se rendre compte de quels sont les sujets importants à traiter, et notamment du point de vue du ministère, puisque c'était eux nos clients. Ce qui nous avait semblé important de souligner, c'était l'importance, certes, enfin, du contexte international, notamment de l'Union européenne, puisqu'elle détermine pas mal de choses au niveau de la France et notamment beaucoup de financement, et de l'ambition de l'action publique, puisqu'en fait, on se rend bien compte que, par exemple, les scénarios où les fruits et légumes euh, bénéficient d'investissements ou semblent ou se développe davantage la filière, ça implique des décisions qui restent politiques et qui sont fortes et de long terme. Donc avec des questions de planification, de soutien à la production, mais également de végétalisation de l'alimentation, puisque l'action publique peut avoir son importance sur la production, mais également à l'autre bout sur les débouchés. Euh, et puis aussi sur des questions de leviers financiers et qui peuvent être déployés, parce qu'on n'en a pas nécessairement parlé, mais notamment dans le scénario 4 où la France pousse pour le développement de la filière fruits et légumes, mais également au final, enfin dans le scénario 2, l'idée c'est si on veut développer tel ou tel secteur, ça va forcément se faire au détriment d'un autre. Donc il va aussi falloir arbitrer sur les secteurs agricoles, enfin les filières agricoles qui vont être le plus aidés, le plus soutenus dans un contexte plutôt de gel des financements disponibles. Donc vraiment l'importance d'avoir une ligne gouvernementale et d'action publique claire pour favoriser les investissements aussi dans la filière. Ensuite, ça nous semble, enfin, c'est évident, mais cette question des bassins de production, d'évolution des bassins de production, qui est cruciale à anticiper, notamment dans le contexte des vergers, puisque on risque sinon de se retrouver au final complètement soit pas du tout compétitif si on reste au final dans des bassins de production où on va avoir de plus en plus de difficultés à produire et donc faciliter la délocalisation plutôt, enfin la délocalisation, en tout cas être de plus en plus dépendant des imports qui peuvent être des imports de nos voisins européens, voire d'imports de plus loin en fonction de comment évolue notre consommation.
Mais cette question en fait de rester cohérent et de maintenir le potentiel de production français semble, enfin, sous-tend l'ensemble de cette étude-là. Et il nous a semblé important de signifier que cette adaptation devait être anticipée et planifiée parce que on a un vrai risque d'actions qui peuvent être complètement désorganisées et potentiellement parfois contradictoires ou en tout cas ne pas incohérentes entre elles en fonction des territoires. Euh, et on, on a aussi dans tous les scénarios, au final, une évolution des systèmes de production qui semble indispensable. Alors, ça peut être tiré par différents facteurs, euh, mais globalement, dans tous les scénarios, la modernisation des outils de production et le développement de la mécanisation semblent assez indispensables, à la fois pour maintenir la production, pour pallier les difficultés de recrutement de main-d'œuvre, pour maintenir l'attractivité du métier autant qu'il est possible, et pour garantir la soutenabilité des modèles économiques. Et donc, outre cet accès à une modernisation des outils, des conditions de travail, développement de la mécanisation, on a aussi sur quasiment tous les scénarios, on a plutôt une augmentation de la transformation, que ce soit parce que elle est tirée par la demande, ou bien parce qu'elle est rendue nécessaire par une variabilité de l'offre de plus en plus importante. Donc une transformation qui, si elle se fait à la ferme, repose sur de l'accessibilité à des financements, à des technologies. Si elle se fait dans le cadre de filières avec des transformateurs spécialisés, nécessite une adaptation de leur outil de production pour pouvoir produire avec des calibres différents, par exemple, voire même une certaine flexibilité des recettes pour pouvoir changer d'espèce, changer au fur et à mesure des saisons ou des résultats, des rendements des différents producteurs. Donc, une vraie question sur cette adaptation à la variabilité de la production. Et puis, à la fin, on a assez peu parlé dans cette présentation, mais le volet consommation est plus important, enfin, un- une importance équivalente à celui de la production dans l'étude au global, mais l'importance de faire évoluer les régimes alimentaires en adéquation avec ce que l'on veut, ce que l'on peut produire, puisque on a une consommation qui va s'orienter de plus en plus vers une offre, une cuisine d'assemblage ou des produits transformés. Et au final, quel que soit les trajectoires étudiées, donc être en mesure de répondre à cette demande-là. Et puis un vrai enjeu à recoupler l'offre et la demande via de l'éducation à l'alimentation, de l'incitation sur des labels, des contraintes liées à l'approvisionnement autant qu'il est possible. Mais en tout cas, cela semble nécessaire à la fois pour permettre enfin, et en particulier dans le cadre de développement de nouvelles filières qui sont au final peu consommées en France et qui risqueraient, outre des difficultés techniques à la production, de ne pas trouver de marché et donc d'être un petit peu condamnées à ne pas nécessairement bien fonctionner. Voilà, peut-être que je peux vous laisser réagir sur cet exercice qui est un petit peu théorique de la présentation enfin, de la réalisation et d'essayer de la projection dans différents scénarios. Un petit peu un tunnel de parole, je m'en excuse. Il y a des personnes qui souhaitent sur des questions de compréhension ou de réaction. De logique, voilà.
en tout cas, pour vous, bon, leur tourne pas mal, mais pour vous donner une idée de quels sont les objectifs, enfin, je vous laisserai la parole, juste ça, issus en fait de cette projection dans différentes réalités. L'idée à la fin, c'était donc d'élaborer des axes stratégiques à destination du ministère que nous avons déclinés en leviers ou en actions qui restent assez macro, mais qui sont en gros, selon nous, des enjeux dont le ministère doit absolument se saisir, alors que ce soit lui, ou bien que ce soit lui et les producteurs, lui et les transformateurs, enfin en tout cas les acteurs de la filière qui peuvent aussi se saisir de ces propositions-là. Mais voilà, une espèce de mini catalogue d'enjeux prioritaires à développer, à mettre en place pour, euh, pour essayer de naviguer au sein de ces scénarios et d'en éviter les principaux écueils que nous avons identifiés. Mais ce document-là, on pourra après vous le fournir pour que vous l'ayez de manière complète. Je Je pense crois que monsieur. qu'effectivement, les pouvoirs publics vont être déterminants dans l'orientation un peu de ces travaux, des soutiens aux politiques de renouvellement du verger. Aujourd'hui, euh, disons, on a un peu l'impression qu'on se resserre sur les filières principales les plus importantes, l'arbo n'en faisant pas forcément partie. Donc, je pense que cette prospective a sa place pour insister sur le besoin d'anticipation pour l'arbo. Je vous ferai suivre aussi dans le chat une consultation en cours sur l'importance des ressources phytogénétiques, donc de la diversité cultivée aussi pour l'agriculture, pour une meilleure adaptation au territoire, au changement climatique dans les territoires. Donc c'est important aussi de pouvoir prendre le temps de répondre à cette consultation du ministère et de montrer qu'il y a des vraies attentes pour être plus à même de réagir à ce qui arrive, quoi. Donc il y avait une demande de parole. Alors Jean-Marc, il a baissé la main, on dirait. Sabine Picard. Oui, bonjour. Je voulais, merci déjà pour cette présentation. Je voulais savoir comment avaient été pris en compte aussi les propositions des feuilles de route des acteurs économiques de la filière fruits et légumes, et notamment, donc il y a une feuille de route qui a été validée par rapport à la souveraineté alimentaire sur la filière fruits et légumes. Même, il y en a plusieurs sur les autres filières. Et est-ce que finalement, quand je regarde un petit peu là les principaux leviers là sur votre dernière diapo et priorités sur lesquelles la filière doit travailler ou se saisir, j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà reprises en fait dans la feuille de route en fait, de l'interprofession fruits et légumes frais notamment. Et du coup, est-ce que vous avez pu finalement comparer un petit peu voilà, ce que vous venez de présenter et les actions sur lesquelles la filière a déjà identifié ses enjeux et ses priorités, et s'il y a des choses finalement dont elle n'a pas mesuré. Voilà, Euh, alors, je ne suis pas sûre de savoir de quelle feuille de route vous parlez. le plan filière fruits et légumes Ah, national, en fait. le Hein, plan 2023. oui, voilà, Ouais. le dernier. Mm. Oui, oui. Eh bien, à la lecture de ce plan-là, enfin, déjà, l'articulation entre les deux, c'était que le plan de filière était quand même relativement court-termiste, en tout cas avec des actions qui se voulaient dans, qui se voulaient concrètes dans la foulée de la publication du plan. Et il y avait, nous, il nous semblait donc notamment sur ce qui était par exemple, enfin il n'y a rien sur le renouvellement des générations, qui ok n'est pas un problème spécifique aux fruits et légumes, mais néanmoins les
les touche quand même. Et on avait aussi une question d'adaptation de la production qui était assez, voilà, assez court-termiste sur vraiment de la protection de culture, plutôt que réussir à envisager comment réussir à faire en sorte que dans les prochaines années, j'ai une production qui soit adaptée à ma réalité climatique, enfin pédoclimatique. Et nous, on a vraiment voulu souligner ça notamment dans ce qu'on a indiqué au ministère. Voilà, en tout cas en termes de principal, le volet consommation était aussi assez léger. Enfin, le plan est assez fourni. Et si on regarde proportionnellement ce qui est lié à la consommation, c'était pas très très fourni. Et donc nous, notamment, on a essayé de le mettre en parallèle avec cet enjeu de développement de nouvelles filières ou en tout cas de d'évolution de la production française où il va vraiment falloir en fait réfléchir à si on veut produire des cacahuètes en France il va falloir bon qui ne sont peut-être pas extrêmement mais même des si on veut produire des pistaches en France il va falloir dépasser le stade de la petite pistache apéro en fait si on veut en faire quelque chose qui pèse dans notre consommation et qui vaille la peine d'être produit par de nombreux producteurs. Donc il y a un peu cet enjeu-là aussi à faire évoluer nos régimes dans cet objectif-là. Oui, monsieur Audergon, sauf si vous n'avez pas fait exprès de lever la main. J'ai peur d'avoir fait exprès. Ah, Euh, Merci là encore pour la synthèse que vous nous offrez. Je me retrouve assez bien au niveau des grandes tendances qui ont été exprimées. Je voudrais quand même clairement indiquer qu'il, pour moi, il y a des éléments de fragilité que je trouve structurants et qui n'ont pas été levés. Autrement dit, je vois très peu apparaître le modèle économique des exploitations. mm, Quand aujourd'hui on dit la transformation est un enjeu, oui, c'est intéressant, ça pourra limiter des pertes. Par contre, dans l'état actuel des choses, la valorisation dans un circuit de transformation, except s'il est court, c'est quelque chose où le modèle économique est profondément discutable parce qu'il met les exploitations dans une situation crasse. Hein, le prix de vente d'un produit destiné à la transformation dans une filière industrielle, il est aujourd'hui pas favorable aux producteurs. oui, Hein. Donc, je trouve que ces éléments-là sont importants. Et un autre élément qui me semble structurant, c'est, pour autant, je me retrouve parfaitement dans les axes que vous affichez là. Donc, je ne suis pas gêné par ça. Je pense qu'il y a un élément de fragilisation supplémentaire chez les espèces fruitières qui est lié au caractère aléatoire des événements climatiques. Autrement dit, ces aléas renforcent aujourd'hui la très grande difficulté pour les agriculteurs de trouver des pistes d'adaptation qui vont leur être favorables. Et j'ai peur, en dehors, alors, quand on dessine à grands traits les axes, on va pouvoir s'y retrouver, mais ceux qui s'y retrouveront le mieux, ce sont ceux qui sont dans les filières mainstream. Et c'est un petit peu mon sujet d'inquiétude parce que je trouve qu'il y a dans la diversification quelque chose qui, aujourd'hui, est un élément de sécurisation des exploitations et qui, pour moi, ne ressort pas assez. mm. Eh bien, disons que, en tout cas, dans nos, dans nos scénarios, nous avons essayé de le faire apparaître, quoi, essayer. Il est apparu relativement comme un élément, enfin, à la fois, enfin, cette simplification au final, comme un élément de risque pour la pérennité de la filière. En tout cas, nous, on espère que ce sera entendu. Enfin, puisque en fait, la problématique, c'est réussir aussi à maintenir une diversité d'exploitation à des échelles différentes, avec
des modèles de production différents aussi. Mm. Et en fait, dans la plupart des scénarios, le risque sans intervention, c'est de se focaliser sur des schémas qui sont assez, enfin, qui sont plutôt sur de la de la productivité maximale au détriment de la variété. Et voilà, nous, on a fait essayer de souligner le fait de la nécessité de se prémunir contre cette tendance un petit peu de fond. Voilà, encore une fois, hein, enfin, notre étude n'avait pas pour objectif final de fournir une feuille de route précise au ministère, ce qui d'ailleurs avait bien été précisé dans leur cahier des charges. De ne pas trop s'immiscer au final dans le détail de mesures ou d'ordre de grandeur pour le futur, hein, on s'entend, pas de bilan sur le passé, mais en tout cas de à quoi on pourrait vers quoi on pourrait tendre ou ce qu'on pourrait espérer pour les prochaines années. Et donc en fait, nous les seules choses que nous avons pu faire, c'est un petit peu alerter et souligner des points qui nous semblaient trop peu traités. En particulier dans le plan de 2023 qui était plutôt en réponse et assez peu en anticipation des enjeux à venir. Voilà. En tous les cas, merci beaucoup pour cette intervention. Mais enfin, je pense qu'il y aurait aussi des gains collectifs à aller chercher en regardant comment ce système se développe un certain nombre de structures qui ne sont pas dans les bassins mainstream. Je pense à des zones comme les Baronnies, je pense à certaines zones de la vallée de la Garonne, je pense à la vallée de l'Isère et la culture de la noix avec des éléments forts et des éléments de très grande fragilité. Je pense qu'il y a aussi des éléments, je dirais, en termes de structuration et de choix stratégiques qui pourraient émerger de l'analyse de ces structures qui sont d'ores et déjà en situation fragile et où des gains d'innovation dans les systèmes de culture, dans les modalités de mise en marché, dans l'organisation et la, la reprise des exploitations où il y a vraiment des parcours innovants à aller là rechercher de façon à consolider collectivement cette approche, me Oui, semble-t-il. tout à fait. Et oui, oui, et c'était, enfin, en tout cas, j'espère que ça fera partie des, des conclusions, mais des choses avec lesquelles enfin, des conclusions un peu bénéfiques de cette étude-là, c'est que, donc, d'ores et déjà, il y a eu le, le- des représentants de l'ensemble des maillons de la filière qui étaient autour de la table, ce qui a permis un petit peu d'échanger et aussi de se rendre compte de certaines similarités de problématiques, alors même qu'on est dans des filières qui sont différentes, qui sont parfois presque concurrentes au final, hein, si on veut vendre telle espèce versus telle espèce, voilà, ça peut être substituable. Donc d'essayer de se rendre compte en fait qu'il peut y avoir effectivement des cas d'école, des modèles économiques qui peuvent être sans être entièrement transposables, mais qui a peut-être davantage de choses à mettre en commun au sein de, entre guillemets, la filière fruits et légumes, qui n'est pas une filière, mais une multiplicité de petites filières. Et voilà, en tout cas, ça faisait un peu partie des objectifs en off de l'étude, d'améliorer la coordination et la coopération. Bon, voilà, je ne sais pas si Je trouve que Psych l'avait entièrement réalisé, mais non, non, mais je trouve que ce que vous nous restituez rend tout à fait bien compte de ce genre de choses. Je voulais simplement exprimer qu'il y a vraiment des espaces d'innovation qui existent et oui, qu'il faut qu'il faut peut-être aller s'en valoriser. saisir parce que j'ai peur
j'ai peur qu'aujourd'hui, on soit sur des démarches qui soient vraiment très mainstream, portées par les structures qui aujourd'hui ont, je dirais, un pouvoir d'intervention sur les filières qui est important. Et il suffit de regarder les choix effectués. Si on fait un choix d'un modèle pomme versus un modèle poire, eh bien, on a tendance aujourd'hui à considérer qu'il n'y a aucun problème sur la poire, ce qui n'est pas le cas. Oui, Euh, bien sûr. mais c'est normal aussi, on a une culture de pommes qui est plus importante au niveau national, donc elle s'exprime et qu'elle exprime ses inquiétudes est Qu'elle est normal plus aussi. entendue Elle est aussi. plus entendue. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'initiatives un peu alternatives dont on entend moins parler, qui émanent des producteurs eux-mêmes, qui attendent pas forcément les résultats ou les pouvoirs Oui, publics pour innover, pour faire des vergers diversifiés. On connaît quelques vergers circulaires qui existent aujourd'hui répartis un peu partout en France. Qui ont été inspirés évidemment par Gautron, mais qui se sont réappropriés un peu des scénarios de verger vraiment alternatifs. Donc voilà, il y a des choses qui existent et il faut les faire connaître, il faut les accompagner, il faut renseigner les points forts, les points faibles de ces alternatives et de ces projets, quoi. Alors, je sais que Pauline avait une contrainte horaire assez rapide, donc j'ai vu qu'il y avait dans le chat une question de Pascal sur la distinction bioconventionnelle. Est-ce